Et coucou tout le monde, c'est Laura, hop, voilà, c'est bon. Bienvenue dans le 13e épisode des Chroniques BD, hein, la nouvelle saison, on va dire, la nouvelle année, hein, puisqu'on a fait, ça y est, on a fait un an. Là, on commence la nouvelle année avec le janvier 2023. Donc l'épisode 13, hein, l'épisode maudit. On va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Le son, ouah, mais c'est carrément trop fort, donc je te prie, ça par là, ça loin, loin, vas-y, c'est bon. Ce mois-ci, c'est un petit mois. Petit mois en termes de séries, en termes de BD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, ça fait 18, ça doit faire 19, enfin voilà, on a une grosse vingtaine de lectures, mais bon, c'est sur quelques séries, sur une petite dizaine, donc c'est une mission qui va être aussi longue que les autres, puisque j'ai beaucoup de choses à dire, vu que c'est des séries, on n'a pas qu'un seul tome à traiter. Et puis le mois prochain, on verra tout ce qu'on aura à lire, mais déjà occupons-nous de janvier. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et on va se lancer ça dès à présent. Hop, sans tarder. Et piouf. Du coup, on commence avec Excalibur Chronique. Une intégrale qui porte mal son nom, mais c'est quand même intégrale. Hein. Du coup, attendez, je suis perdu. Oui, non, c'est bon, j'ai tout. Du coup, donc, cette Excalibur chronique, c'est la légende de l'épée d'Excalibur revisitée, hein, des légendes arthuriennes, un petit peu modifiées. Donc, au scénario, on a Jean-Luc Christine. On le connaît, hein, ça fait longtemps que j'en parle avec tout ce qui est elfes et les mondes d'Aran, principalement. Et par contre, au dessin, on connaît quand même beaucoup moins Alain Brion. À l'origine, c'était un peintre. C'est un peintre, voilà. Il a quelques illustrations de couverture et puis des livres d'illustration. Et puis ensuite, il a pu mettre un pied dans la bande de la bande dessinée en s'occupant de la partie graphique des insurgés des Daleks. C'est un récit de SF, ça avait l'air super cool, mais c'est très très dur à trouver aujourd'hui. Enfin, j'arrive à trouver un ou deux tomes sur les trois. Donc bon, il n'y a pas la série entière. D'ailleurs, on en parlera pour cette Excalibur aussi, des séries qui sont pas complètes. Et depuis, après les insurgés, il a fait quelques histoires pour Soleil. Enfin, pour les éditions Soleil. Hop, quelques images. Donc voici quelques images. Par rapport déjà au mythe Arthur, alors j'ai mis des images noir et blanc et quelques-unes couleurs, c'est que ce volume que j'ai lu est en noir et blanc, mais il existe aussi des éditions en couleur si vous mettez la main dessus. J'y reviens. Donc déjà par rapport à la mythologie arthurienne, j'ai un rapport assez particulier. Puisque tout ce que je connais de cette mythologie, c'est à travers les films et les séries. Donc on a le Excalibur de John Borman, les Monty Python et ce fameux Sacré Graal, dont j'ai beaucoup pensé en lisant. Kaamelott bien sûr, et puis il y avait le téléfilm Merlin en deux parties avec Sam Neill dans les années 90. Peut-être que certains s'en souviennent, que j'avais beaucoup apprécié. C'était mon premier pas dans ce mythe, en tout cas. Bon, en recoupant un petit peu toutes les sources, on arrive à se resituer un petit peu près l'histoire, on arrive à la connaître. Et c'est là où cet Excalibur chronique est intéressant, c'est que il va se détacher de tout son héritage pour créer une nouvelle histoire. Pour raconter un peu autre chose, voilà. Et donc, pourquoi pas. Et donc, va s'inspirer des faits mythologico-historiques du roi Arthur, et puis il va les modifier. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Euh, donc, dans l'ensemble, voilà, ces trois volumes, j'ai bien apprécié. Maintenant, ce que j'apprécie quand même beaucoup moins, le reproche qui peut être assez gênant, c'est que cette intégrale s'appelle intégrale, mais n'a que les tomes 1, 1, 3 sur 5. Il y en a deux qui ont disparu. Et malheureusement, les tomes 4 et 5 peuvent être trouvables. Donc, pas dans cette édition-là, ça c'est une édition quand même un peu particulière. Mais le problème, c'est que déjà les 1, 2, 3 sont tous trouvables. Donc ça veut dire qu'on peut même pas avoir une belle frise dans sa bibliothèque. Hein. Non, non, on n'a que des bouts de frise, puisque tu fais ça après deux autres volumes, ça sera moche. Et sinon, il existe aussi un intégral avec les 1 à 5 en couleur, mais pareil, introuvable. Introuvable à un prix décent. Ce que j'appelle décent, c'est quand le livre est sorti à 35 € et qu'on le trouve à 150, aujourd'hui, ça s'appelle pas ça décent. Donc ça voilà, c'est un petit peu dommage, donc j'ai pas eu la fin
de cette histoire. Bon, en tout cas, quand même, le voyage a été intéressant, a été vraiment très sympa. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, les dessins. Les dessins, bah, c'est beau. C'est quand même super beau, que ce soit en noir et blanc ou c'était le dessinateur Brion a repris ses dessins pour faire vraiment des nuances de gris, donc ça se voit que c'est quand même très joli. Donc après voilà, même en couleur c'était très beau aussi. Donc bah voilà, j'ai envie de lire la suite, mais bon, faudra trouver les tomes un jour peut-être, dans une brocante, au hasard. J'espère, on verra, on verra. Donc voilà pour Excalibur Chronique. Hop, allez, je vais à côté. Hop, et on va passer à la suite. Et coucou Bob, j'espère que tout va bien pour toi. Euh, donc, ce titre, alors ce titre-là, je ne l'ai pas sous la main, Les Aventures de Théodore Poussin, puisque c'est un livre que j'ai lu en prépublication dans un magazine. Donc là, je ne l'ai pas avec moi. Donc, qui est Théodore Poussin? Donc, c'est un employé de bureau. Donc là, on est quand même au tome 14 de cette histoire. À l'origine, Théodore Poussin, c'était un employé de bureau, tout du moins quand il s'est embarqué dans un bateau pour les mers de Chine. Et de là, tous ces territoires, et bah, il lui va vivre tout un tas d'aventures qui sont narrées dans les 13 autres volumes, et le 14 aussi. Au scénario et au dessin, du coup, c'est Franck Le Gall. Franck Le Gall, c'est surtout Théodore Poussin. C'est son œuvre vie, hein, depuis, ça date de 1984 maintenant, 86, 84, je sais plus. 84, si, voilà. Donc, il avait pris une année sabbatique et il a ensuite créé Théodore Poussin. À moitié biographique par rapport à son père ou son grand-père, son père, son grand-père, voilà, ça s'inspire quand même de faits réels de sa famille, en tout cas. Voilà, cette série, elle a obtenu quand même plusieurs prix à Angoulême, et il a aussi, par contre, de temps en temps, fait quelques infidélités à Théodore Poussin, puisqu'il a écrit aussi quelques one-shots et des petites séries ailleurs. Hop, je vais vous montrer les dessins, ils sont assez particuliers. Déjà, pour commencer, j'ignorais complètement l'existence de Théodore Poussin. C'était un personnage dont j'avais étonnamment jamais entendu parler, pourtant il existe depuis 84, hein, on est en 2023, donc ça fait un petit moment, et non, jamais, je ne le connaissais pas. Ce tome 14, vierge de toute connaissance sur le personnage et de l'histoire. Donc forcément, j'ai dû avoir un petit temps d'adaptation dans les premières pages, puisque j'ai dû apprendre qu'est-ce qui s'était passé avant. On nous vend Théodore Poussin comme une histoire, une histoire par tome. En vrai, c'est quand même bien d'avoir lu les précédents, il y a beaucoup de références, ça aide. J'ai compris ce qui s'est passé, mais ça m'aurait aidé, ça aurait été mieux de lire ce qui se passait avant. On arrive quand même à situer rapidement les enjeux. Maintenant, pour ce livre-là, ce tome 14, donc c'est un récit d'aventure et c'est vraiment, vraiment efficace. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Le dessin, enfin surtout le Théodore Poussin, là on peut le voir sur la dernière page, sur la dernière case, pardon. On voit que voilà, il a une figure atypique, cette bouille ronde et tout, et ça tranche beaucoup avec les autres personnages. Donc ça, c'est un choix graphique assez osé, assez atypique. Donc bon, voilà. On s'y fait à ce petit personnage qui ressemble à ligne claire, toute ronde. Ensuite, l'histoire, elle, va entrer quand même beaucoup de thèmes adultes, c'est-à-dire, bon, ça va parler d'amour hein, entre les personnages, ça va parler de la guerre, ça va parler de l'abandon, justement. On aime quelqu'un, on se sépare, tout ça, donc c'est quand même voilà, des thèmes adultes. À un moment dans ce tome-là, on dérive vers le fantastique. Moi, je trouve que c'est sorti du chapeau. Maintenant, est-ce que dans les tomes précédents, il y avait aussi cet aspect fantastique? Peut-être onirique, on pourrait dire que onirique plutôt que fantastique, mais moi ça m'a un peu sorti du récit, j'ai trouvé ça dommage. En tout cas, voilà, Théodore Poussin, ça date, c'est un long récit, enfin, ça sort pas tous les ans. Ça peut intéresser, voilà, pour ceux qui aiment l'aventure un peu préhistorique, puisque ça se passe quand même. Donc, oui, j'ai pas dit l'époque, ça se passe du temps des colonies.
colonie française, hein, donc avant j'allais dire le Vietnam, mais non, nous c'était avant l'Indochine. Voilà à peu près l'époque. Donc bon, voilà, pour ceux qui aiment les récits d'aventure, je pense que c'est un bon personnage. Mais qui date de... Bon, franchement, quand j'ai su que c'était... Enfin, depuis 84, j'ai fait, ah ouais, quand même. J'en j'en ai ignoré des choses. Donc voilà pour Théodore Poussin. Et ce tome 14, Haro Sato. Ah, Shadowman. Alors, Shadowman, hop, il est là. Paf, il est beau. Enfin, il est beau. Oui, il est beau. Shadowman, donc, c'est l'univers Valiant. Pourquoi mon doigt marche pas? Ça y est, il marche. Euh, L'univers Valiant, j'en ai déjà parlé souvent, sauf que là, c'est pas l'univers classique. Pour refaire à peu près l'historique. En 92, l'univers Valiant, donc tous les super-héros, X-Manowar, Shadowman et d'autres ont été créés. Ils ont eu quelques histoires. Puis, Valiant, l'éditeur, a été racheté par Acclaim, le studio de jeux vidéo. Ils ont décidé de faire des reboots des personnages, hein, dont ce Shadowman. Et pour faire des jeux vidéo, d'ailleurs, il y a eu un jeu vidéo sur le personnage. Puis Acclaim a fait faillite, Valiant a disparu, il a été racheté par quelqu'un qui a qui a tout rebooté l'univers en 2012, et c'est celui que je parle assez régulièrement. Mais bon, Valiant, ça risque d'être un des prochains studios malheureusement à fermer aux États-Unis. En tout cas, ce Shadowman, c'est une réédition de l'univers d'Acclaim, donc entre le dernier reboot et la création. Donc on part sur un nouveau personnage, puisque l'ancien Shadowman, Jacques Boniface, est mort, mais Shadowman doit vivre, et du coup il va changer de porteur, et c'est là qu'on va découvrir ce nouveau Shadowman. Ça c'est une première histoire. Il y en a une deuxième aussi, enfin c'est 3 petites plutôt, qui dure aussi un chapitre, c'est vraiment moitié l'origine, moitié ces petites histoires, sur la vie au Royaume des Morts. La première histoire est écrite par Garth Ennis. Donc Garth Ennis, c'est un peu l'enfant terrible des comics, hein, puisque il a à son actif Preacher, The Boys. Si vous en avez entendu parler, vous savez que c'est un petit peu trash comme bande dessinée, ça remue bien le cocotier. Et c'est aussi dessiné par Ashley Wood. Ashley Wood, c'est un dessinateur qui est passé à peu près dans toutes les maisons d'édition de comics aux États-Unis. La seconde histoire, elle par contre, les secondes histoires, c'est scénarisé par Paul Jenkins, qui est aussi passé un peu partout. Voilà. Car il avait pris la suite de Garth Ennis déjà sur Hellblazer. Hellblazer, c'est le personnage de John Constantine chez DC. Et depuis, tout le monde voulait un petit peu avoir du Paul Jenkins à son scénario. Et au dessin, on a Denis Calero, qui a pas mal de séries à licence. Je me demande s'il a pas du Avatar ces dernières années. Il doit avoir du Star Trek aussi, enfin beaucoup de licences. Maintenant, j'ai pas vu de choses notables qui sortent vraiment du lot dans sa bibliographie. Hop, les images. Donc pour les images, je vous ai mis des images de la seconde partie et de la première partie. Comme ça, vous pouvez voir un peu les différences graphiques des deux parties. Là, c'est la deuxième partie. Donc, pour ce Shadowman, moi, c'est assez compliqué à juger, parce qu'il y en a vraiment 2 histoires différentes. La première, c'est l'origin story, comme je le disais, et la seconde, donc, c'est une histoire complète de l'arc de Shadowman, de cette création. Mais l'histoire est vraiment trop courte pour pouvoir la juger. Et le second récit, il part complètement sur autre chose, avec des récits en un chapitre, qui va nous conter les histoires dans le monde des morts, et même je trouve, j'ai beaucoup aimé cette seconde partie, surtout une des histoires qui compte une femme qui recherche un chemin vers le paradis en partant du monde des morts. Elle est décédée, et du coup elle cherche à rejoindre le paradis. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire-là. Je peux pas dire trop pourquoi, parce que c'est très spoilé, hein, ça dure que 20 pages. Donc si je spoil, je vous ai spoilé la moitié de l'histoire. Si aussi la première histoire, m'a moins emballé que la seconde, c'est aussi le côté des dessins. Ça, là on a la seconde partie. Faut voir ça, un peu sombre, mais moi j'adore ce type de dessin. Pas tout le temps, mais en tout cas pour quelques chapitres, c'est très beau, tout simplement.
Et la première partie, hein, je crois que c'est la prochaine page, non, c'est pas la prochaine. Enfin, c'est la prochaine maintenant. Je trouvais les dessins grossiers de cette première partie. Le personnage, il n'y a pas d'arrière-plan, les personnages c'est grossier. J'ai pas accroché, j'ai pas du tout accroché. Personnage principal, il est très peu présenté. J'ai trouvé ça assez dommage. Bon, à voir la suite, puisqu'il y a un tome 2 qui est prévu déjà chez Bliss Comics, ce qui édite en français. C'est prévu. Je ne sais pas quand ça sortira dans l'année. Donc à voir. Bon, pour conclure, Shadowman, là, de Claim, mi-figue, mi-raisin, hein, une bonne partie, une deuxième à voir plus loin, mais si je devais conseiller ce titre, non. Voilà, tout simplement. Aller peut-être plus vers le reboot qui a été fait en 92 du personnage, que je trouve à mes yeux plus intéressante que cette partie-là. Encore qu'il y a la partie dans le monde des monstres qui est très bien. Voilà pour Shadowman. Alors, passons à un gros morceau. Hop, ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Le Convoyeur, les tomes 1 à 3. Voilà, là, on les a tous. Ils s'affichent au fur et à mesure à ma gauche. Du coup, il y a donc nous sommes dans un univers post-apocalyptique où le fer a muté, il s'est transformé en autre chose. Du coup, le monde, tout ce qui est à base de fer, ça a un petit peu périclité, un petit peu disparu, puisqu'à un moment on le voit passer à travers des voitures. Les voitures sont rouillées, parce que ça s'appelle d'ailleurs la rouille, mais elles sont en forme et on voit le personnage passer au travers de la voiture comme si c'était un tas de poussière formée. Euh, le problème, c'est que les êtres humains, on a aussi du fer en nous. Lui aussi a muté et ça a donné aux gens des pouvoirs, pas à tout le monde. Et le conseil, non. Oui, voilà, c'est ça. Je- je- Pour revenir vite fait sur Shadowman, comme je dis, j'aime pas dire du mal, que du mal en tout cas d'une bande dessinée. Là non, il y a quand même une partie qui est intéressante, mais si on doit se lancer sur Shadowman, pas cette version-là, quand même. Ou attendons le tome 2. Et là, je réviserai mon jugement, mais ça vous en saurez plus tard. Donc voilà, j'ai pour l'univers du convoyeur. Pour l'histoire, on va suivre dans le tome 1, la suite après ça changera un petit peu. En tout cas dans le tome 1, on va suivre un homme qui va proposer ses services pour ce monsieur-là. Toutes sortes de services, retrouver quelqu'un, protéger quelqu'un, enfin tuer quelqu'un, pourquoi pas aussi, ou quelque chose. Hein. Est-ce qu'on peut tuer quelque chose? Est-ce qu'on peut tuer une idée? Ah, vous avez 2 heures. Donc, en échange de ces services, il demande pas de l'argent, il demande à son employeur d'avaler un œuf. C'est tout ce qu'on sait au début de l'histoire. Et on va savoir peut-être pourquoi plus tard, ça je ne sais pas. Enfin, je sais, mais je ne dirai rien. Non, motus c'est bouche cousue. En tout cas, pour les hommes derrière cette histoire, on a Tristan Rouleau. Il a fait beaucoup de polars dans le monde de la finance. Il est aussi derrière la série Goblins. Ouh, j'ai du mal à le dire. Goblins. Et cette série a plutôt pas mal marché. Ensuite, on a Dimitri Armand. C'est donc il a commencé. Enfin, il a fait les BD Angor et Salamandre. Je n'ai pas lu, que je n'ai pas lu, que je n'ai je sais pas non plus de quoi ça parle. Et il a aussi dessiné la reprise de Bob Moran en 2015-2016. Qui est sorti, c'est ça, ouais. Depuis, je crois que la série s'est arrêtée, ou elle est un peu au point mort. Je sais pas du tout où elle en est, Bob Moran. J'avais lu le premier tome, d'ailleurs. C'est une vieille série, enfin c'est un vieux personnage, donc le remettre au goût du jour, ça marche pas trop. Je en reparlerai, je pense, le mois prochain. Ouais, je crois. Je sais plus ce que j'ai prévu le mois prochain. Euh... Si, je crois que c'est même plus tard que je vais en parler, on verra. Je sais plus. Pardon. Je, je pense en même temps que je parle et on va pas très loin comme ça. Ah, hop, quelques images. Donc j'avais déjà lu le tome 1 il y a quelques années. J'avais bien aimé. Je m'étais dit, je lirai le tome 2
j'achèterai cette série quand les tomes suivants sortiront. Il y en a 3 maintenant, l'histoire n'est pas terminée et j'ai enfin lu la suite. Euh, J'avais bien aimé la première fois, j'ai toujours aimé la deuxième fois, peut-être même encore plus. Euh, J'aime beaucoup en fait comment est amenée l'histoire et toutes les révélations qui en découlent, puisqu'on a quand même un gros mystère avec cet homme étrange avec ses lunettes, cette image-là, son cheval avec les yeux rouges, voilà, c'est très étrange, il donne un œuf, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, on se pose énormément de questions durant le tome 1 et même à la fin du tome. Euh, D'ailleurs, tome 1 qui présente très bien l'univers post-apocalyptique. Et ensuite, dans le tome 2, on va répondre à ces questions, mais on va en avoir d'autres. Le tome 3, ça va répondre encore à d'autres questions, on en aura encore d'autres, et j'ai envie de dire, etc., jusqu'au tome suivant. Je, je ne sais pas du tout combien de tomes sont prévus. J'ai essayé de me renseigner, mais j'ai pas trouvé vraiment l'info. Je pense qu'un quatrième tome pourrait être une fin. Mais ça pourrait être peut-être très bien être étalé. Donc en fait là je suis en train de vous dire peut-être. Donc en gros je vous dis que j'en sais rien. Tout simplement. Non, je suis pas sur la bonne BD. Oui, le dernier petit point, le point bonus concernant cette BD, j'aime beaucoup les mutations qui ont été faites des gens. Voilà, des fois ils ont des appendices en plus, d'autres ils ressemblent des fois à des insectes. Sur cette page-là, ils ont fusionné, mais ça, c'est pas forcément une mutation, ça c'est peut-être une autre raison, je ne sais plus. Enfin, si. À chaque fois que je dis je ne sais plus, si, je sais, mais je ne peux pas le dire. Enfin, je ne veux pas le dire. Hein. On spoil toujours quand même dans cette émission. Enfin, dans cette émission. Oui, une émission. Mais pas trop non plus. Je vais pas vous dire, vous savez quoi? À la fin, ils meurent tous. Parce que techniquement, oui, à la fin, tout le monde meurt, hein, sauf les êtres immortels. Mais même la mort immortelle peut mourir. Oui, voilà. On est philosophique ce soir, hein, c'est bien. Enfin, le mois a été compliqué, la semaine aussi. Donc voilà pour le convoyeur. Les convoyeurs, parce que j'en ai 3. Des albums. Allez, le prochain livre, ce sera un manga. Avec Frieren. Donc Frieren, j'en parle quand même, en un an, j'en ai parlé 6 fois. Enfin, c'est la 6e fois aujourd'hui, puisque ils ont quand même fait, ils sont bien bourrés au niveau des sorties. Donc voilà, Frieren, vous la connaissez, hein, c'est cette magie, et donc dans une magicienne qui a quitté une elfe, qui a quitté ses amis parce que ses amis sont morts, parce que elle est immortelle, enfin immortelle, elle est très vieille en tout cas. Donc, ils ont battu le Seigneur du Mal, elle continue de vivre sa vie, et donc toujours en pensant à ses anciens compagnons, elle s'en fait des nouveaux et tout, et elle apprécie ces moments. Et dans ce tome-là, elle va poursuivre les épreuves pour devenir mage de premier niveau, pour franchir une porte. Voilà ce qui se déroule dans ce livre-là. C'est toujours scénarisé et dessiné par Kanehiko Yamada et Tsukasa Abe. Donc voilà pour Frieren et ses auteurs. Voici des images du manga. Bon, on est toujours dans les épreuves de mage. Voilà. Cette seconde épreuve est moins intéressante que la première. Enfin, je l'ai trouvée moins intéressante. Ça dure un poil trop aussi. Bon, ça c'est du détail. C'est quand même toujours sympa. C'est bien de voir les autres personnages aussi. D'autres personnages se greffent un petit peu à son aventure. Et donc, au moins, ça permet de ne pas être concentré que sur Frieren, mais ça étire le récit. À voir si ces personnages auront une utilité plus tard. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Donc, ce serait bien quand même de nous présenter des personnages qui servent aussi à l'histoire plus tard. Je sais pas. Je sais pas si tout le choix des auteurs. Je sais même plus combien on en est aux États-Unis. Au Japon, combien on est à volume de Frieren. Les volumes sortent régulièrement en France, donc vous en entendrez parler prochainement dans une prochaine chronique. Un dernier petit point, oui, j'apprécie aussi les 2-3 petites touches d'humour qu'il y a de disséminées par-ci par-là. Hein. C'est pas à se taper le bide non plus par terre, hein, mais bon, c'est sympatoche. Voilà, c'est bienvenu. Donc voilà pour Frieren, hein, c'était un point rapide. Parce que j'en parle quand même régulièrement. Alors, BD suivante. Je veux dire, les BD suivantes, Elric. Elric de Milnil Bonnet. Ils sont cuir. Enfin, ça sent bizarre. Vous sentez pas l'odeur, hein, tenez, sentez. Mais oui, faites pas confiance, ça sent bizarre. Parce que en même temps, cette couverture, c'est un petit peu. C'est simili cuir. Donc c'est ça qui doit se sentir.
Elric. Pourquoi je suis perdu dans mes notes? Ah oui, ça y est, j'ai tout sais pourquoi je suis perdu. J'ai pas mis les choses dans l'ordre. Donc, pour vous parler de ce personnage, Elric, c'est un empereur d'un peuple sanguinaire craint dans le monde entier. Donc, on est dans la Dark Fantasy, l'univers de Dark Fantasy. Et ce peuple-là, il vit sur une île, au milieu, on va dire, du continent, enfin d'une mer, et puis autour, il y a les autres pays. Et puis un petit peu, enfin, c'est un peuple sanguinaire. Sauf qu'Elric, lui, en tant qu'empereur aussi, il est albinos et malade. Voilà. Et en plus, finalement, il n'était pas aussi sanguinaire que ça par rapport à son peuple. Je dis bien par rapport à son peuple, pas par rapport aux autres êtres humains normaux. Du coup, son entourage, il s'en aperçoit qu'il il est un petit peu timoré et tout. Donc, pour Elric, il va falloir qu'il lutte contre ses proches. Et aussi contre les dieux, enfin contre des genres de dieux, parce qu'ils ont un plan pour Elric. Donc voilà ce qu'il va nous présenter. C'est cet intégral en 4 tomes. J'ai oublié de préciser. C'est le premier cycle. Les autres cycles ne sont pas encore, n'ont pas été encore dessinés. Donc on a les 4 tomes du premier cycle. Pour avoir participé à ces 4 volumes, ils sont quand même très nombreux. Bah déjà, Elric est à la base une création de Michael Moorcock. C'est un roman. Elric, c'est même une série de romans. Donc Moorcock, c'est un romancier spécialisé dans la fantasy. Tout au long de sa vie, il va régulièrement revenir sur Elric et il va l'enrichir. Il a aussi écrit d'autres séries avec d'autres personnages qu'il a profité aussi grâce au multivers pour relier un petit peu toutes ces séries. Bon, je crois que si on suit que Elric, ça se suffit à lui-même. Et cette adaptation, elle a été scénarisée par Julien Blondel et Jean-Luc Cano au scénario, et dessinée à plusieurs mains. On a Robin Recht, Didier Poli et Julien Tello au dessin. Chacun, des fois, ils vont être 2 ou 3 sur un même tome. C'est assez bizarre, puis ils sont quand même très nombreux. Didier Poli, j'en ai déjà parlé pour Les Tâches Perdues. Je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant. Donc on va pas vous détailler un petit peu tous ces personnages, tout leur CV. On aura sans doute l'occasion un jour de reparler d'eux. Donc, comme souvent en fait, on s'est tiré de livres, de romans, pas toujours non plus, il y a des livres des fois que j'ai lus. Donc je n'ai pas lu la saga d'Elric, donc je pourrais pas dire si oui ou non c'est une bonne adaptation de l'œuvre originale. Maintenant, si je lis les préfaces, j'ai lu les préfaces et les postfaces qui sont présentes dans cette intégrale, dont celle de l'auteur d'origine, non, c'est une super adaptation. L'auteur il dit même qu'il y a des choses qu'il n'avait pas pensé à l'origine, qu'il aurait bien aimé intégrer dans son histoire. Donc il était très emballé. Bon, maintenant c'est une préface ou une postface, forcément les personnes ne vont pas dire non mais c'était tout pourri, je sais pas pourquoi vous avez acheté ce livre-là, ne lisez pas, rendez-le. Forcément ils disent pas ça, c'est toujours un petit peu dithyrambique hein, les postfaces, mais des fois c'est intéressant. Justement d'avoir eu celle de l'auteur, j'ai trouvé ça, tout ça c'était une très bonne idée. Pour vous parler de ce que j'ai pensé de tout ça, je vais déjà faire un parallèle avec Cal. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'en avais parlé des fois précédentes. Cal, en gros, c'était un gros enfoiré. Il était plus fort et plus malin que tout le monde. C'était très difficile de s'attacher au personnage. Là, Elric, pour lui en tout cas, c'est aussi un gros enfoiré. Parce que là, son peuple, il est complètement sanguinaire, mais vu que son entourage et son peuple, c'est des enfoirés encore plus qu'Elric, finalement ça le rend complètement sympathique, ça passe complètement le fait que Elric, oui, si des bébés ou des femmes, c'est pas un problème, puisque les autres ils font pire. Oui, puis il boit du sang aussi, mais ça c'est du détail. De plus, Elric, toujours comparé à Cal, lui il a des faiblesses, il a des sentiments. Il a même, il a dit voilà, il a de la nuance qui le rend sympathique, qui le rend vaguement sympathique. Il a toute une évolution au sein des 4 tomes, en plus il a une évolution, donc c'est ça aussi qui le rend peut-être, c'est le héros de toute une série de livres. Si c'était vraiment que un gros enfoiré, même pas un anti-héros, non, juste un enfoiré, on ne pourrait pas suivre ses aventures pendant des X tomes, pendant 15-20 tomes.
c'est bon, on a compris qu'il égorge tout le monde. Mais ce fait Elric là est plus sympatoche. Pour l'histoire, bah, on reste quand même sur du classique. Enfin, j'aimerais être vraiment très positif, mais en fait non, parce qu'on reste sur du classique. Pour... Mais ça se comprend, c'est une saga littéraire qui a été créée dans les années 60. Euh, donc bah, aujourd'hui, il n'y a plus de surprise, il y a des choses qui ont été faites entre-temps qui s'est inspirées de ce genre de récit. Bah, c'est ça qui me manque, voilà, ça va manquer peut-être de nouveautés. Maintenant, j'adore les dessins d'Elric, hein. Les trois dessinateurs font un boulot formidable. Euh, Maintenant, voilà, si cette histoire elle est sans grande surprise, elle se déroule très très bien. Il y a quelques ellipses par moment, mais ça n'empêche pas du tout la compréhension ou la lecture. Enfin, c'est rien d'aberrant. Euh, En plus, les 4 tomes, chaque tome arrive à raconter quelque chose de différent. C'est une continuité, hein. Commencez pas par le tome 2, hein. Commencez par le 1. Enfin, commencez par cet intégral hein, qui est sorti. Belle qualité, hein, dorure, du cuir. La petite languette là, hop, tac, la petite languette pour savoir pour le marquer la page. Non, non, c'est un très bel ouvrage. Euh, donc voilà, entre ces 4 volumes de l'intégral, chaque histoire va montrer une nouvelle quête d'Elric. Donc, et pas d'une situation déjà vue dans le tome précédent. C'est pas tiens, va me chercher cette épée là. Maintenant que tu l'as fait, va me chercher la noix de coco perdue sur l'île perdue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc bah, là, maintenant Elric, il va me rester plus que 10 ans à attendre pour la prochaine intégrale de cette qualité avec la languette, importante languette. Euh, voilà. Parce qu'ils ont mis. Le premier tome est sorti, je crois, en 2012 ou 2013. La série s'est terminée en 2018-19. Et l'intégral est sorti. Ou 2021, non, 2021, et l'intégral est sorti fin décembre. Voilà pour Elric. Alors, passons à Sia. D'ailleurs, hop, d'où le petit personnage ici, hein, c'est Nevis qui est sur ce coussin. Sia, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, avec le tome 21. Là, c'est la suite, le tome 22. Euh, Heureusement, si c'était la suite au tome 23, j'aurais manqué quelque chose. Donc dans ce volume-là, Nevis elle va se battre contre les riches et les puissants et essayer de mettre un jour un complot dans les hautes sphères de Siage. Voilà l'histoire basique, et pendant ce temps-là, le personnage là dont j'ai oublié le nom, on va l'appeler Yamcha, parce que je crois que je suis pas très très loin. Ouais, j'ai pas son nom, donc tant pis, on l'appellera Yamcha. Yansel en plus, je crois qu'il s'appelle. Mais on va l'appeler Yamcha. Lui, il fait une autre quête de son côté aussi, on va suivre un petit peu son aventure. Petite surprise, sur ce volume-là, on a Philippe Bûcher qui est seul aux commandes de sillage. Jusqu'à présent, la série était scénarisée par Jean-David Morvan et dessinée par Bûcher. Et Jean-David Morvan a disparu. Et quand je vous dis disparu, c'est que les premières couvertures qu'on peut encore trouver sur Internet, il y a en titre, enfin en nom d'auteur, vous avez Philippe Bûcher et Jean-David Morvan. Sur la même couverture, hein, mais il y avait ces 2 noms. Et là, son nom a disparu. Souvent en plus, dans les listings, il est cité, mais pourtant, moi je vois bien Philippe Bûcher qui a affiché seul sur la couverture, et dans les pages, dessin, couleur, scénario, Philippe Bûcher. Donc je sais pas, j'ai cherché pourquoi Morvan n'est plus là. Allez, il y a eu un clash. Non, j'en sais rien, j'en sais rien. Si quelqu'un a la réponse, faites-moi si, parce que je suis très curieux. Voilà. Donc, voilà. Merci merci d'avoir des infos de ce côté-là. Voilà les dessins. Les dessins qui restent dans l'optique, mais je vais y revenir. Déjà, les précédents volumes m'avaient bien emballé. C'était un retour aux sources pour Nevis. Enfin, voilà, je trouvais que c'était un retour aux sources. Mais celui-ci, absolument pas. Ouais. J'ai pas du tout accroché, moins emballé. L'histoire elle est en pilote automatique. Elle se déroule, voilà. On a une impression que rien ne peut arriver au personnage principal et au secondaire. Enfin tous les héros entre guillemets, il peut rien ne leur arriver, hein. Ils sont plus forts, plus malins que tout le monde, plus intrépides aussi.
ils peuvent, même si c'est dans des situations compliquées, ils peuvent s'en sortir. Enfin, ils s'en sortent. Là, et spoilons, ils s'en sortent de toute manière parce que, bah, voilà, c'est les héros. C'est un peu trop facile pour eux. À aucun moment ils sont en danger. Ils ont le syndrome, bah, ce qu'on appelle le syndrome Marissou. Une Marissou, c'est un personnage dans la littérature qui, bah voilà, qui s'en sort de toutes les situations, qui est un petit peu, qui est cheaté tout simplement, hein. Tiens, il faut un code de la porte. Ah oui, mais attends, regarde, je peux déverrouiller la porte en tripotant un petit peu les fils et pouf, la porte va s'ouvrir. Oui, enfin, toi à la base, enfin, c'est le personnage, il suffit que je sais pas, tu t'occupes, bah t'es dessinateur. Comment tu connais tous ces trucs-là? Pourquoi? Voilà, c'est une Marissou, c'est quelqu'un qui est plus fort, plus intelligent que tout le monde. Souvent des personnages qu'on va retrouver dans les fanfictions, puisque l'auteur, bah, c'est des auteurs comme, j'allais dire comme vous et moi, mais vous je ne sais pas, moi je me connais, complètement amateur, et du coup, bah, on met un peu trop de nous dans les personnages, et on les fait complètement péter. Voilà, c'est Imarichou, et se trouve, c'est les genres de citations qu'on trouve dans ce tome 22. C'est vraiment dommage, en plus on a des personnages qui commentent en permanence leur action. Au moins, on n'est pas en voix off, mais bon, quand le personnage il est tout seul, j'ai envie de dire qu'il est un petit peu zinzin, hein. Yamcha, il est souvent tout seul et il se parle à lui-même. Il nous dit ce qu'il est en train de faire. Tant mieux, parce que des fois c'est un peu compliqué. En plus, allez, j'enfonce le clou. Ah, putain, je souffre pas. J'avais dit que je disais pas de mal des albums. Mais c'est sillage. Je suis obligé de vous en parler de sillage. J'aime sillage. Regardez, j'ai même une petite figurine. J'en ai une plus grande, mais je pouvais pas vous la montrer. Elle n'était pas entièrement habillée. Donc pour la personnalité de Nevis, j'ai trouvé qu'il y avait un recul dans cet album-là. Euh, Jusqu'à présent, Nevis, c'était quelqu'un. Enfin, jusqu'à un certain événement dans Sillage, c'était quelqu'un d'impulsive. Elle avait des ronds idéaux, elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Sauf qu'il y a un événement, voilà, elle a fait des erreurs. Et du coup, elle a eu un peu une introspection, une remise en question, et donc elle est devenue un petit peu plus sage. Mais ce point-là a complètement disparu dans cet album-là. Finalement, j'ai l'impression qu'elle a régressé. Et j'irai même un peu plus loin. J'ai l'impression que finalement, Nevis ne vieillit pas. C'est toujours la même qu'il y a 15 ans quand on a découvert le personnage de Nevis. Alors que pourtant, on a un autre personnage, Juliette, qui elle, on l'a connue, elle était haute comme ça, et maintenant elle est haute comme moi. Donc c'est un petit peu dommage de ça. Euh, on va continuer, allez, les dessins aussi. Les ai trouvés moins bons que les précédents. Donc ça c'est le premier point, mais en fait, je vais le nuancer parce que les espaces confinés, je les trouve très vides. C'est lisse, c'est très propre finalement. Mais les extérieurs, c'est toujours magnifique. Ça par contre, ça n'a pas changé depuis le début de la série. Là voilà, on le voit très bien sur cette page-là. C'est très très beau. Enfin, je trouve ça très bon. Et par rapport aux reproches que je faisais dans les intérieurs, en fait, c'est un vrai faux problème. Parce que ça doit être vrai depuis le début. J'ai pas été vérifié, mais c'était sans doute déjà le cas auparavant. Donc, c'est pas un problème de cet album-là. Si j'aime Sillage, je me fais très bien de ces dessins-là. Euh, bon, pour conclure avec ce tome 22, ou presque conclure, euh, bah, il serait peut-être temps d'apporter la fin, en fait, toute l'épopée de Nevis. Même si j'avoue que j'ai pas envie, j'ai pas envie d'abandonner Nevis. Il n'y a aucune fin qui pourrait vraiment me contenter. Donc bon, on verra, hein. Ah, j'ai envie de voir la fin, mais en fait non, c'est compliqué. Ouais, tiens, je vais le faire là. J'avais un petit point, pas un coup de gueule, mais non, non, un petit point. C'est que voilà, Nevis, c'est quand même une héroïne qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années, 20-30 ans. Théodore Poussin, dont j'ai parlé tout à l'heure, est né en 84. Enfin, le personnage est né en 84. On a encore des tomes de Michel Vaillant. Tout à l'heure, j'ai parlé de Bob Moran, qui existe toujours. C'est des séries, a priori, qui marchent. On a encore des volumes qui sortent aujourd'hui. Des fois, ils sont remis au goût du jour. Mais à un moment, il faut quand même laisser mourir ces séries-là, parce que enfin, je trouve en tout cas que la narration de l'époque, enfin, tous ces personnages-là, ça fait un peu vieillot. Ils sont plus trop dans l'air du temps. Je trouve que ça marche beaucoup moins finalement tous ces récits-là. J'ai pas de solution, hein. S'ils les ressortent, parce que bah, voilà, il y a un lectorat qui est derrière. Tiens, oh tiens, Bob Moran, je disais ça quand j'étais gamin. Pouf, je l'achète. Mais hormis ça, on a quand même 6000 titres de bande dessinée qui sortent tous les ans, hein. Je parle bien comics, manga et bande dessinée.
bah, faites des nouveaux personnages. Là, on a une série, tiens, j'en parlerai tout à l'heure, Alamander qui est sortie. Bah, cette série-là, elle a fait entre 1000 et 2000 exemplaires selon l'éditeur. Il tablait plutôt sur 5000. Bon, pour lui, c'était une déception, et là, pour rentrer dans ses frais, s'il ne passait pas par Ulule, pour le tome 2, il faudrait qu'il en vende, pareil, 5 ou 6000, ce qui sera impossible à faire sans financement participatif, enfin, en librairie en tout cas. Faut laisser sa chance aussi à des nouveaux personnages, il y en a beaucoup trop quand même qui sortent, et dont, des fois, bah, des Nézis, des Sillages qui ont 30 ans comme histoire, ou des Théodore Poussin qui ont 40 ans. Au moins des Tintins, on n'en a plus, des Astérix. Astérix qui a cartonné l'année dernière. Hein. Je pense que un Astérix, ça fait toutes les ventes de tous les autres, du numéro 2, des 3, des 4, des 5, enfin des 5000 bandes dessinées derrière. Ça phagocyte complètement tout, alors que bon, les auteurs ne sont plus là pour voir tout ça. Donc voilà pour Sillage, et puis bon, pour ce coup de gueule. Mais toujours des guillemets à coup de gueule, parce que voilà, je suis pas content. Donc voilà, et on va passer ensuite aux 2 dernières chroniques, enfin une dernière, mais qui sera en 2 parties. Je vous explique tout dès à présent. Donc nous sommes sur 2 Cap et 2 Crocs. Ouais, j'étais pas content. Là par contre je suis beaucoup plus content, puisque 2 Cap et 2 Crocs, c'était une série, c'est toujours d'ailleurs une série qui m'a été conseillée par un Kitsune. Je crois que c'est Chef Maxime qui me l'avait conseillé, si je dis pas de bêtises. Matin j'ai eu un doute si c'était pas Space Rocket, mais c'est un des deux en tout cas, je crois. Il avait conseillé de lire, ouais, de Cap et de Crocs c'est bien, donc je l'ai lu. Et de Cap et de Crocs, de quoi ça va nous parler. Et j'ai absolument pas noté de quoi ça va nous parler. Bon, bah je vais le faire au débeauté. Donc nous sommes dans un univers, on est au XVIIe siècle, en Europe, l'Europe qu'on connaît, hein, ou presque. Puisque dans cette Europe-là, il y a certains animaux qui ont une conscience humaine, qui ont une âme, donc ils vont se mettre à marcher sur deux pattes, et donc on va suivre un loup et un renard au travers de leurs aventures. Ils vont chercher un trésor, ils vont chercher l'amour, c'est rocambolesque. Ils vont aussi se battre pour leur honneur, euh, et tout ça en rime et en chanson. Enfin en rime surtout, et en alexandrin. Donc voilà à peu près de quoi Cap et de Crocs va nous parler. Au scénario, c'est Alain Hérol qui a imaginé tout cet univers-là, un chiffre Garulfo, qui est une autre histoire qu'il a créée. À la base, c'était des jeux de rôle qu'il avait fait quand il était étudiant, et du coup, bah, quand il étudiait aux Beaux-Arts. Et ensuite, bah, il a adapté son jeu de rôle en bande dessinée. En 2019 aussi, puisque là je vous en parle parce que j'avais bien aimé cette bande dessinée aussi, il avait sorti Les Indes Fourbes. C'était un récit d'aventure où un vaurien suivait l'adage de son père: tu ne travailleras point. Il trouve des combines pour pas travailler, et ça se passe dans l'Amérique du Sud. C'est la suite d'un livre qui avait été sorti au, au 16e siècle, au 17e siècle, et puis il en a refait une histoire. Je le relirai un jour pour vous en parler, parce que c'était vraiment très bien. Finalement, en plus, on retrouve une parenté, enfin, on trouve la parenté dans 2 Cap et 2 Crocs des Indes Fourbes. Et pour dessiner cette série, on a Jean-Luc Masbou. Il a toujours souhaité de faire de la bande. Cette personne a toujours souhaité de faire de la bande dessinée depuis l'école primaire. Euh, il avait dessiné Les Enfants du Nil, et puis bon, bah, il trouvait pas trop de boulot derrière, et donc il a dû passer par la case dessin animé. Mais il a quand même persévéré dans l'univers de la BD, et il a retrouvé Alain Hérol qu'il avait rencontré aux Beaux-Arts pour justement dessiner 2 Cap et 2 Crocs. Une série qui s'est terminée quand même assez récemment. Ah, je confonds peut-être elle en 2021 et Elric en 2017, 2018. Bon, je ne sais plus, c'est pas grave. C'est sorti dans les 5 dernières années. Hop, je vais vous montrer quelques dessins. Enfin, pas mal de dessins, puisque les intégrales 1 à 10, chaque volume intégral, en fait, ça contient 2 actes. Donc, de 1 à 10, vous avez 5 albums doubles. Double avec, hop, faut que j'arrive à l'ouvrir. Hop, tac, là voilà. Avec ta petite languette, ce petit marque-page. Important, toujours important le marque-page. Surtout sur les intégrales. Encore que là, c'est une intégrale en 2 volumes. Ça pouvait se faire sans. En plus, si oui, il y a aussi une pochette. Pour protéger le livre. Bon, pour vous parler un petit peu de 2 Cap et 2 Crocs.
parce que voilà, c'est ce qu'on attend, et c'est pour ça que je l'ai découpé en deux. Euh, Ça a été conseillé, donc je fais durer un peu plus longtemps pour cette bande dessinée. Je dois avouer, mais à coup pas, hein, j'avais commencé cette histoire-là avec un énorme a priori. Pourquoi? Déjà, j'ai toujours eu du mal un petit peu avec ces personnages anthropomorphes. Ça m'a jamais vraiment attiré. Souvent parce que les personnages sont. On va prendre par exemple un chat ou une chatte, plutôt une chatte comme ça. On va dessiner avec des traits très sexy, mais ça reste un animal, ça reste une chatte, ça va rester une biche, ça va rester une chienne. Bon, moi ça me dérangeait un petit peu. Et en plus, pour combler le tout, pourquoi j'avais encore des a priori, j'ai du mal avec les récits fantastiques qui s'ancrent dans la réalité. Là, on était au 17, on est quand même au 17e, mais on a des personnages, des animaux. Ça me paraissait bizarre. Bon, ce premier point, ça a été balayé rapidement parce que déjà, il y avait des humains. Ça, je m'y attendais pas. Hein, je voyais un petit peu que ça, finalement, en couverture. Pas faire attention aux autres couvertures où il y avait aussi des fois d'autres personnages humains. Et les personnages justement aussi animaux, eux, ils conservent par contre leurs caractéristiques. Le loup reste, c'est toujours un loup, c'est juste qu'il marche sur deux pattes. Un renard, c'est un renard. Le lapin, ça reste un lapin. Un mignon petit lapin. Regardez, hop. Regardez-moi ce mignon petit lapin. Tac. Voilà, il est pas beau. On en parlera plus après du lapin. Hop. Non, c'est bon. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point par rapport au lieu et au temps, bah pareil, ça a été balayé parce que le récit part tout de suite très rapidement dans le fantastique. Donc on quitte ce monde à mi-chemin et de toute façon il est suffisamment atypique pour pas gêner pour pas gêner le lecteur. Enfin en tout cas, ne peut pas me gêner moi. En plus, il y a un côté complètement rocambolesque dans ce que vont faire les personnages. Déjà, ils sont ils sont pas ballottés justement à travers les récits, ils partent au début, ils partent à la chasse d'un trésor. Sauf que c'est pas tiens, on va aller on trouve une carte et on doit aller là et on doit aller là. Non, ils subissent presque les événements, c'est tiens on tombe sur une carte qui nous emmène à tel endroit, bah tiens qu'est-ce qu'on on va essayer d'y aller, sauf qu'à ce moment-là, il y a un autre personnage qui vient se mêler en disant tiens, il y a un trésor et tout, qui vole la carte, et enfin, et les autres, ils se retrouvent emprisonnés, et bon, ça part un peu dans tous les sens. Je pars un peu dans tous les sens aussi en vous expliquant. Donc c'est assez. Bah, je veux pas dire déroutant, non, c'est justement, c'est très bien que ce soit pas X, mais ce soit plutôt des puits. Puis on va là-dessus, puis on va là-dessus. Voilà, ça s'enchaîne super bien. Beaucoup de quiproquos. Tout à l'heure, je parlais, il parle en rime. Oui, on trouve c'est très chanté quand on lit les différentes bulles. Et il y a des personnages effectivement qui vont parler en alexandrin, donc ça rend vraiment ce récit atypique. J'ai rarement lu ce genre de récit, en bande dessinée en tout cas. Donc non, ça c'était très 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 bien. Euh, voilà, c'était vraiment un plaisir à lire. Beaucoup d'humour aussi dans le récit. Je suis perdu dans mes notes. Voilà. Voilà. Donc beaucoup d'humour, que ce soit dans les dialogues aussi et dans les situations. Des fois, il y a des cases qui reviennent au travers du différents albums et tout. C'est quasiment les mêmes, hein, copier-coller, sauf qu'ils vont changer les dialogues. Mais cette répétition, c'est rigolo. C'est rigolo. J'avais beaucoup aimé. Euh, Puis tous les retournements de situation aussi. C'est complètement alambiqué des fois, mais c'était drôle. Par contre, voilà, le récit n'avait pas de cap et de robe pour rien, de cap et d'épée. Si vous n'aviez pas eu la référence, oh là là, c'était compliqué à trouver. Puisqu'on voilà, on retrouve l'amour et les combats à l'épée, l'honneur, les duels, tout ça. Donc merci en tout cas, chef Maxime, euh, ou je fais ce requête. Fait vraiment découvrir ce deux capés de crocs. J'ai passé un fort agréable moment en compagnie du renard, du loup et du lapin. Qui va venir tout de suite parce qu'on va parler du lapin dès maintenant. Alors, hop, je retrouve ma souris. Non, le lapin, on a dit. Voilà, et on va parler des actes 11 et 12 qui concluent cette série. Donc, toujours les mêmes personnes au scénario et au dessin. Et cet acte 11 et 12, c'est une préquelle
de la série revient en arrière, mais ça va nous parler de l'histoire de Seb, le lapin, ce lapin là qui est en plein milieu. Quand je vous disais qu'il était pas mignon, non, il est mignon ce petit lapin. Et justement, c'est ça, c'est une des forces de ce récit, de tout l'ensemble, et de cette préquelle aussi. C'est Seb. On va savoir comment il a fait pour rejoindre le loup et le renard dans leurs aventures. Hop, je vous remets quelques images. Hein. Bon, les dessins restent très cohérents. Ils ont mis du temps à tout dessiner, hein, bien évidemment. En 2006, je crois, le début de la série. Donc ça s'est étalé sur 10-15 ans. Les dessins ont évolué, hein, mais il y a quand même une certaine cohérence. Donc c'est la fin de la série, ça on est sur la préquelle. Et cette fin de série, elle est parfaite et frustrante. Quand j'ai terminé le tome 10, je ne savais pas que la série se terminait, mais je m'étais dit, parce que pour moi il y avait un tome 11 et 12. Donc je suis arrivé, j'ai lu une dernière page, et je fais, putain, la fin elle serait parfaite. Mais bon, je savais qu'il y avait un tome suivant, puis je lis le tome, et puis je fais, un préquel, tu fais, oh, j'étais frustré, moi je voulais savoir la suite un petit peu, puisque la fin est ouverte, mais comme je dis, elle est parfaite. Elle est ouverte, parfaite. Faut le lire pour comprendre. Donc j'étais en disant, ah mince, j'ai pas la suite, mais en fait, mais non, c'est très bien parce que ce tome 11 et 12, je me mets à la place des personnes qui ont adoré l'histoire, elles se retrouvent avec du bonus en préquel, parce que cette préquelle est du même qualité que tout le reste, hein. C'est même très bien. Mais voilà, la manière de finir l'arc des personnages dans le tome 10, il n'y a pas mieux. Il n'y avait pas mieux, franchement, inspirez-vous amis auteurs, inspirez-vous de Cap et de Ro. Donc, on se replonge dans cette histoire, et ce lapin Euseb, il est d'une naïveté confondante. Il voit toujours le bon côté des choses et des gens. Il est complètement naïf, mais ce qu'il fait, c'est qu'on apprécie ce petit lapin tout mignon, tout doux. Enfin, il a l'air tout doux, parce que ça brille, mais c'est tout. Voilà. C'est pas doux. C'est pas doux. Voilà, il prend chaque situation, en fait, toutes les situations voilà, qu'il va rencontrer, il les prend avec un certain recul. Et ouais, non, il était attachant. Même si en plus, parce que finalement, cette histoire de ce lapin, on la connaît. Enfin, on sait comment l'histoire va se terminer, puisque la fin de l'histoire, c'est le début. Enfin, c'est le début, on retrouve son début de Capé de Ro, donc on sait comment ça va se terminer. Mais ce petit lapin là, il m'a presque mis la larme à l'œil à certains moments. J'ai vraiment été touché, donc non, ça vaut presque le coup de lire que la préquelle et pas lire le reste. Je déconne. Lisez le reste, lisez la préquelle. Plutôt dans ce sens-là. Ne commencez pas par le 11 et 12, puis rapprocher, puisqu'il y a tout ce qui a été évoqué, enfin quand il y a des choses qui ont été évoquées dans les tomes 1 à 10, on va savoir pourquoi dans le tome 11 et 12. Donc, au moins vous avez les références en disant, ah bah oui, tiens, ils en parlaient plus tard, et bah voilà, tiens, ça se passe. Donc voilà pour De Cap et de Ro. C'est un très très bon conseil. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, surtout des conseils de cet acabit-là. C'était vraiment très très bien. Donc voilà pour De Cap et de Ro, et puis voilà aussi pour toute la... Oh là, tombez pas vous. Pour tout ce mois-ci. Voilà. Donc, comme je disais, peu de séries, mais beaucoup de lectures. Parce que les 12 tomes, il a fallu les lire, mais ça filait très très bien, tout ça s'enchaînait. Pareil, Eric, c'était bien aussi. Donc voilà. Tout à l'heure, j'avais parlé d'Alamander. On voudrait juste revenir un petit peu sur ce personnage-là. Je crois que l'aviez aussi, parce que je vais vous faire un copier-coller. Il y a le tome 2 qui est actuellement en financement participatif sur Ulule. Hein. Je ne suis pas payé par les auteurs ni rien. Hein. Donc je voulais juste vous partager là. Ça, si vous avez aimé, en tout cas, Thomas Chronique, soit vous l'avez lu, sachez que le tome 2 est en financement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir avoir quand même toute la série, enfin, je pense qu'ils iront quand même jusqu'au bout. Mais globalement, pour rentrer dans leurs frais, ils ont besoin de 35 ou 38 000 euros pour être rentable, enfin pour pas perdre d'argent. Et donc, pour avoir cette somme-là, il faut vendre entre 5 et 6 000 albums en librairie. Donc l'auteur est obligé de passer en financement participatif, enfin l'éditeur est obligé de passer en financement participatif pour que cet album vive, et là ils ont passé les 30 000 euros avant-hier. Il reste une quinzaine de jours, donc pour
Forum 2. Donc je vous mets le lien. Voilà. Je me sers des réseaux justement, des réseaux sociaux pour partager. C'est un récit quand même très agréable à lire, un univers inconnu tiré de romans. Donc pareil, vous pouvez aussi vous jeter sur les romans si ça vous intéresse. Dernier petit point avant de rendre l'antenne. Le mois prochain, donc l'émission normalement ça a lieu tous les premiers vendredis du mois. Exceptionnellement, ça aura lieu l'émission de février 2023 aura lieu le 24 février. Putain, ça fait tout en fait. Aura lieu dans 3 semaines puisque le 3 mars je ne serai pas disponible pour l'émission, donc du coup j'avancerai ça d'une semaine. Je vais le mettre dans le Discord des Kitchenets. Donc j'aurai peut-être un peu moins de lecture aussi, on verra comment on va se débrouiller. Ça, je vous en faites pas. Donc sur ce, merci encore d'avoir suivi cette chronique. Hein. Merci Bob d'avoir participé dans le chat. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, un bon mois, même si on se revoit d'ici la fin, le 24 février, pour une nouvelle chronique. Donc d'ici là, amusez-vous bien, et puis je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée encore une fois. Allez, des bisous, ciao ciao, merci Bob, c'est vrai que c'était cool. Allez, ciao. Pouf.